Eh ben moi, je suis Guillaume, j'habite à Paris, j'ai 51 ans et j'ai été opéré il y a 2 ans à 50 mètres d'ici, dans l'ancien bâtiment de ce qui s'avérera après être un astrocytome, donc de la famille des gliomes. Et je suis marié, j'ai 2 enfants adolescents, grands adolescents, de 19 et 17 ans, et j'avais au niveau professionnel une carrière avant ça, principalement dans le monde du conseil et des télécoms. Comment avez-vous appris et comment a-t-on découvert votre tumeur? Ça a démarré par des symptômes neurologiques assez mineurs, avec des troubles de l'écriture sur clavier, un peu de confusion généralisée, et puis ça s'est passé sur 2 jours, c'est monté en puissance jusqu'à l'apparition d'un rictus léger sur le visage qui m'a fait suspecter, moi et les gens qui étaient avec moi ce jour-là, un début d'AVC. Et je suis parti aux urgences, en l'occurrence à l'hôpital Saint-Joseph, pas à Sainte-Anne tout de suite, pensant faire un AVC. Et après quelques examens, c'est avéré, ces symptômes se sont révélés être liés à une tumeur cérébrale. Et à partir de ce moment-là, j'ai été pris en charge puisqu'il n'y avait pas de neurochirurgie à Saint-Joseph. En revanche, il y avait un partenariat, d'après ce que j'ai compris, avec le GHU. Et donc j'ai eu la chance d'atterrir ici où j'ai rencontré le docteur Roux qu'on a vu ce matin euh, et avec qui j'ai eu la deuxième partie du rendez-vous d'annonce. Elle avait été faite un peu en 2 temps puisque à Saint-Joseph on m'avait appris vous avez une masse puisqu'il y a quelque chose qui amuse beaucoup les malades. Je mets des guillemets à amuse, mais que le mot tumeur est banni. Et sauf que nous, patients, ne comprenons pas tous les termes substituts que les chirurgiens, soignants en général, utilisent parce qu'il y a ce sorte de tabou sur le mot tumeur. Donc au début, masse, j'ai pas trop compris, puis je me suis quand même suspecté que ça pouvait être ça, donc j'ai mis les pieds dans le plat en disant docteur, est-ce que vous me parlez d'une tumeur? Donc là, j'ai vu à son visage qu'il n'était pas dans la, enfin, il approuvait, enfin, il confirmait ce que je suspectais. Et, euh, et voilà. Et donc après, j'ai rencontré le docteur Roux pour la deuxième partie de l'annonce, puisque la première fois, on m'avait dit, bah, on peut rien vous dire. La suite, c'est votre chirurgien qui vous la dira demain. Donc dès le lendemain, j'avais rendez-vous dans le bureau du docteur Roux, où j'étais là avec mon épouse. Et comme vous l'avez, je crois, vous-même suggéré ce matin, c'était précieux de ne pas être tout seul, parce qu'on est dans un état émotionnel, même si les facultés cognitives n'étaient pas vraiment altérées, qui est quand même pas, enfin, qui est quand même un peu perturbé. Et, euh, et je pense que j'avais retenu à peu près tout ce qu'il m'a dit ce jour-là, mais c'était bien de pouvoir vérifier avec mon épouse que j'avais bien compris ce que m'avait expliqué le docteur Roux ce matin-là, puisque dès ce jour-là, en fait, il m'a donné de la perspective. Enfin, il m'a dit plusieurs choses qui m'ont marqué. Il m'a dit, vous avez une tumeur, je ne peux rien vous dire sur sa gravité aujourd'hui, et je ne pourrai rien vous en dire avant probablement 6 semaines ou 2 mois, parce qu'il faudra qu'on l'opère. Et derrière l'opération, il faudra qu'on l'analyse, et tout ça prend du temps. Et en revanche, on va vous opérer parce que la tumeur a déjà commencé à avoir des symptômes, donc elle peut continuer si on ne fait rien, et elle est opérable. Et à ce moment-là, je n'avais pas réalisé que c'était une énorme chance ce jour-là qu'elle soit opérable et que c'était pas tout le temps possible. Ça, je l'ai réalisé après. Mais néanmoins, l'exposé qui avait suivi sur voilà ce que c'est l'opération d'une tumeur en conditions éveillées, enfin comme il a pu l'évoquer ce matin, maintenant j'ai l'impression d'être un ancien combattant, donc je raconte ça comme mes blessures de guerre ou mon parcours de combattant, dont je suis presque un peu fier et que je raconte avec beaucoup d'enthousiasme. Mais le jour J, le 4 avril 2023, quand il m'a expliqué ça, j'étais pas évidemment pas dans les mêmes prédispositions psychologiques. Là, c'était plutôt entre le tsunami et le tremblement de terre, le sol qui s'ouvre sous mes pieds et évidemment une angoisse assez gigantesque qui démarrait ce jour-là, puisque ça faisait 3 jours que je me disais zut, j'ai fait un AVC, j'espère que je vais pas avoir trop de séquelles et que je vais pas mettre trop de temps à rédiger mes emails maintenant, parce que ça va être quand même embêtant pour mon boulot. Et puis d'une seconde à l'autre, ou enfin, on bascule dans un monde qui a plus rien à voir, quoi. Non, mais le problème, c'est pas si vous allez mettre 10 minutes pour écrire un mail au lieu de 5 minutes,
est-ce que vous êtes encore là dans un an, quoi. Alors, il l'a pas dit en ces termes, hein, bien sûr, mais c'était toutes ces pensées qui me m'assaillaient à ce moment-là. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, c'est très court. En 2 jours où vous avez le diagnostic, la découverte, on va dire, puis ensuite l'annonce, il y a une tumeur, il faut opérer. Et vous avez parlé de tsunami, et vous avez parlé, la chirurgie est une chance. Est-ce que cette sensation, vous l'avez vue dès le départ, ou c'est maintenant que vous vous en rendez compte que c'était, si on peut dire ainsi, une chance? C'était ni maintenant ni le jour J. Le jour J, j'ai eu la chance, enfin, de quand même de ressortir de cet entretien avec un niveau de stress que j'avais jamais connu. Et en même temps, dans cet océan et ce tsunami, quand même du positif, parce que j'avais, dès ce premier, ça avait duré peut-être 1 heure, je pense, ou un peu moins, dès ces premiers échanges, j'ai été un peu mis en confiance par l'échange qui avait commencé à se nouer avec mon chirurgien. Et notamment, je crois que vous invitiez ce matin les patients à préparer leurs questions. Et donc moi, j'étais vraiment là-dedans parce que j'avais compris en 4 jours avant à l'hôpital Saint-Joseph que tous les médecins étaient super quand ils passaient dans votre chambre. Mais quand ils sortaient et que vous disiez zut, j'ai oublié de poser telle question, c'était l'inconnu pour savoir quand ils allaient repasser. Et donc je m'étais dit, bah, pour ce rendez-vous qui est important, là je vais pas me faire avoir. Donc j'étais arrivé avec une liste de questions longues comme le bras. Et donc je vais dire, j'attendais au tournant le docteur Roux pour vraiment être sûr que je balayais toutes mes questions. Et là où il y a eu un premier effet de confiance très fort, c'est que lui lance l'entretien, donc m'expose mon cas, expose ce qui va suivre, et sans avoir vu mes questions à ce moment-là, commençait, enfin les traitait une par une et répondait sans les avoir vues dans son exposé naturellement aux questions que je m'apprêtais à lui poser. Donc ça c'était vraiment un moment qui m'a énormément marqué parce que je me suis dit bon bah on a quand même une certaine proximité d'esprit par rapport à ça qui m'avait beaucoup conforté. Et après pour répondre à votre question sur est-ce que la chirurgie était une chance, ce jour-là, enfin je me souviens quand même surtout de la liste longue comme le bras après que j'ai posé, enfin après qu'il ait répondu à mes questions, c'était donc la chirurgie, comme toute chirurgie, il y a des risques. Donc voilà les risques. Donc de 1 à je sais plus combien, enfin il y en a une bonne dizaine sur mon cahier. Chacun exposé très clairement et documenté avec un risque, un pourcentage de risque d'occurrence. Et donc ça allait du plus bénin, de ah la cicatrice saute un peu, il faut tamponner avec l'infirmière, jusqu'à ah bah il y a un vaisseau qui pète pendant l'opération et puis vous vous réveillez pas quoi. Donc la ligne était, enfin le risque associé était très petit, mais néanmoins la ligne existait. Et donc bah forcément ce jour-là la chirurgie, même si j'avais compris que c'était, enfin je me suis pas tellement posé la question ce jour-là de savoir si c'était une chance ou pas. Je me suis dit bah c'est comme ça, c'est pas une chance d'avoir une tumeur, et mais en tout cas ça fait partie du parcours dans lequel je suis engagé aujourd'hui. Et c'est rapidement par la suite, en parlant un peu avec mon entourage, où certains de mes proches un peu plus avertis sur ce sujet m'ont posé tout de suite la question, est-ce que tu peux être opéré? Et quand j'ai dit oui, j'ai entendu le soulagement et donc j'ai creusé un peu ça et j'ai réalisé qu'effectivement c'était pas toujours le cas et que ça présageait positivement, quoi. D'accord. Vous avez été donc opéré en conditions éveillées. Comment vous êtes-vous préparé à cela et comment avez-vous vécu la chirurgie? Et je me suis préparé à ça avant la chirurgie, principalement donc j'étais arrêté évidemment, je ne travaillais plus et j'allais régulièrement marcher en bas de chez moi. Et ce que vous disiez ce matin sur la préparation avant l'opération a beaucoup résonné chez moi parce que au-delà de la marche, enfin moi j'avais eu une sorte de flash en sortant de ce rendez-vous dans les jardins de Sainte-Anne où le monde venait de s'écrouler autour de moi, où j'avais une sorte de pulsion au fond qui ne voulait pas rester passif face à ça. Et en même temps, des marges de manœuvre extrêmement limitées, parce que j'allais pas m'inventer chirurgien ou oncologue à mon âge. Et puis, ça n'aurait pas eu grand sens. Et en fait, assez vite, je me suis aperçu que la gestion de mon stress allait être le domaine dans lequel il fallait que je m'investisse pour le canaliser et le juguler
autant que possible. Et donc j'avais découvert quelque temps auparavant, dans un contexte qui avait absolument rien à voir, des exercices respiratoires, de cohérence cardiaque, qui avaient un effet assez évident sur les périodes où j'ai pu connaître des pics de stress dans mon activité professionnelle. Et ce type d'exercice, ça fait partie un peu de mon quotidien, à côté de la marche. Et puis sur un plan peut-être un peu plus intime et sur lequel je ne m'étendrai pas forcément trop ici, j'avais été moi-même d'un point de vue spirituel, j'avais été baptisé enfant, mais je m'étais assez éloigné de la religion depuis assez longtemps, sans complètement couper les ponts. Et en fait, à l'annonce du diagnostic, j'ai eu ma foi qui est revenue en force, si je puis dire. Et je partage ça ici parce que ça m'a fait énormément de bien. Donc il n'y a aucune envie de prosélytisme par rapport à d'autres personnes, parce que je suis conscient que c'est quelque chose de très personnel. Mais comme ça m'a aidé à tenir le coup, il s'avère que je suis allé à la messe tous les matins, entre le jour du diagnostic et le jour où je suis rentré, la veille de l'opération à l'hôpital Sainte-Anne. Et j'ai continué à faire ça, et une fois de retour à la maison, avant de démarrer la suite de mes traitements à Gustave Roussy. Et j'ai trouvé un soutien très fort, en tout cas ça m'apaisait. Et puis peut-être un dernier point qu'on n'a pas évoqué ce matin, qui a contribué aussi à apaiser mon stress à ce moment-là. Je me suis aperçu que la visite des musées et des expositions me faisait beaucoup de bien. Et j'étais pas hermétique à l'art avant, ça m'arrivait d'aller dans des musées voir des expositions, mais j'avais jamais ressenti à quel point ça pouvait avoir un effet apaisant. Et donc comme j'avais beaucoup de proches dans le mois qui s'est écoulé entre le diagnostic et l'opération, qui s'étaient mis un peu à ma disposition pour m'aider, m'accompagner, avec certains d'entre eux, en fait, on a commencé à fréquenter les musées, en plus des parcs en bas de chez moi, et ça m'a fait aussi énormément de bien. Voilà pour cette réponse un peu longue à une question courte qui était la préparation. Ce qui nous intéresse, c'est votre vécu, pas tant les questions, hein. Après la chirurgie, avez-vous eu des difficultés? Lesquelles et comment les avez-vous surmontées par vous-même avec de la rééducation? On craignait beaucoup de risques au niveau moteur et potentiellement de la parole. Et donc le docteur Roux m'avait un peu sensibilisé et préparé à me dire, voilà, il y aura peut-être, voire probablement, une phase de paralysie partielle et transitoire. Et il avait insisté sur les deux mots, partielle et transitoire, mais néanmoins qui peut être un peu marquante au réveil, surtout au niveau moteur. Et la bonne étoile qui veille sur moi depuis le jour de mon opération a commencé le lendemain de l'opération, puisque je me levais dès le premier jour. J'ai pu marcher dans les couloirs de l'hôpital, pas très vite, mais néanmoins j'ai pu marcher. Et puis, comme séquelles, il y avait quand même des choses assez légères au niveau moteur, avec la main droite ou gauche, j'ai un doute, une des deux mains qui était devenue paresseuse et maladroite, on va dire, et qui s'est réglée en fait heureusement assez vite avec quelques séances de kiné. Et puis il y avait aussi au niveau cognitif, j'habite dans Paris, avec le trafic automobile qu'il y a dans Paris, et en fait j'avais je pense les 15 premiers jours post-opératoires, mes sens n'étaient pas altérés, l'audition allait bien, la vision allait très bien. En revanche, la rapidité du cerveau à traiter les informations visuelles et auditives quand on est un piéton dans une rue à Paris n'était pas aussi efficace qu'avant, et donc j'étais un peu dans l'incertitude quand il s'agissait de traverser une rue. Et donc ça provoquait pour le coup beaucoup d'angoisse chez mon épouse, qui voulait pas trop que j'aille m'aventurer tout seul dans les rues, donc j'avais pas le droit d'aller à la messe tout seul le matin. Et en fait, ça a été presque une chance, parce que ça a d'une certaine façon aidé à mobiliser mes proches pour m'aider. Et donc, j'ai certains amis qui étaient pas, enfin, qui certes étaient surpris par ce retour de la foi un peu tardif, mais néanmoins pas complètement hermétique, et donc
qui se sont organisés pour être en bas de chez moi tous les matins à 8 heures pour m'accompagner et traverser les 2 rues entre chez moi et l'église. Et puis j'ai ma mère qui est présente dans la salle aujourd'hui, qui a été très présente aussi à ce moment-là pour m'accompagner, prendre l'air, parce que la nature continuait aussi, et la marche dans la nature continuait aussi à avoir un effet très apaisant. Merci. Après l'opération, vous avez eu des compléments de traitement. Et aujourd'hui, vous sentez-vous en forme? Avez-vous repris une vie normale? Entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire normal? Et en tout cas, est-ce que c'est normal par rapport à ce qui serait votre vie en dehors de la maladie? J'ai repris une vie différente. J'ai eu des compléments de traitement assez classiques. Enfin, classiques, j'en sais rien, je suis pas oncologue, mais de ce que je comprends sur ce type de tumeur, donc le fameux protocole STUP, avec 6 semaines de radiothérapie et avec de la chimiothérapie en parallèle, et puis une deuxième vague de chimiothérapie par la suite. Plus à Sainte-Anne, mais à Gustave Roussy, avec qui vous avez aussi un partenariat. Et là aussi, j'ai eu de la chance, pour cette raison-là, de tomber à Sainte-Anne et de bénéficier de ce partenariat, parce que je pense que c'est quand même un établissement de référence et une chance de pouvoir être suivi là-bas. Et j'ai eu la grande chance de traverser ces traitements. Je suis toujours embêté de qualifier comme ça, parce que je suis un peu gêné par rapport aux patients qui le vivent moins facilement aujourd'hui. Mais moi, j'ai traversé ces traitements assez facilement, et je mets des énormes guillemets à facilement, mais j'ai eu très peu d'effets secondaires, que ce soit de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. La radiothérapie ciblée sur le crâne m'a fait perdre mes cheveux au bout de quelques semaines, mais j'aurais signé les yeux fermés en début de traitement si on m'avait dit que ça se limitait à ça. Et puis, ça fait 2 ans maintenant, donc j'ai repris une vie qui est différente. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation. J'étais déjà sportif avant, mais alors le sport est devenu encore plus central dans ma vie. Enfin, je considère que c'est un peu mon assurance vie, donc je suis beaucoup plus régulier qu'avant dans ma pratique sportive. Et, euh, et en revanche, en termes de vie quotidienne, d'interaction sociale et de capacité motrice ou physique, oui, j'ai repris l'essentiel de mes facultés. Et j'ai eu, pour être quand même complet, parce que tout n'a pas été rose tout de suite, on parlait de la rééducation ce matin avec Bénédicte Trancard. Les bilans préopératoires neuropsychologiques avaient montré qu'il y avait encore beaucoup de choses qui allaient bien au niveau cognitif, mais j'avais un sujet sur la capacité d'attention qui était qui était limitée, pas plus qu'avant, parce qu'on ne savait pas comment elle était avant, mais en tout cas par rapport à la moyenne dont les tests sont étalonnés, c'était le paramètre dans mes facultés cognitives qui était plutôt en deçà de la moyenne des gens de mon âge et de mon niveau d'études, grosso modo, puisque c'est comme ça que fonctionnent les étalonnages, si j'ai bien compris, pour ces tests. Et donc j'ai entamé assez rapidement, 3 semaines après l'opération, le temps de laisser au cerveau de récupérer un petit peu, un parcours de rééducation avec une orthophoniste. Donc j'ai découvert à cette occasion-là qu'une orthophoniste, c'était pas seulement quelqu'un qui soignait la dyslexie ou le bégaiement, mais qui avait aussi un énorme champ d'intervention sur la dimension cognitive. Et là, pour le coup, ces séances, j'en ai fait 2 ou 3 par semaine pendant plus de 6 mois. Et on avait refait un bilan 6 mois après à Sainte-Anne avec Bénédicte Trancard, donc un peu le pendant du bilan que j'avais fait 15 jours avant l'opération, qui avait montré que j'avais quasiment récupéré toutes mes facultés, y compris la faculté d'attention. Alors, la capacité d'attention, en fait, c'est un terme un peu grand public et vulgarisé, mais en fait, se cache derrière ça plein de capacités distinctes, dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, voilà, dans toutes celles que ça recouvrait, et la plupart étaient revenues à un état complètement acceptable. Et j'en avais encore une qui était un peu en deçà. Et comme j'étais un peu dans une logique un peu jusqu'au boutiste, ou en tout cas avec l'envie de cocher toutes les cases, on avait prolongé les traitements d'orthophonie, même si ici à Sainte-Anne, Bénédicte m'avait dit honnêtement, enfin là à 99% c'est bon, dans votre quotidien vous n'avez pas de plainte, qui est la fameuse expression qu'elle emploie pour mesurer la gêne qu'on ressent. Et moi, j'étais dans une logique, disant non, non, moi, je veux être à 100%, donc je suis plus à un mois près d'orthophonie. Et donc, voilà. Donc, depuis,
J'ai évidemment pas refait ces tests depuis, mais mon vécu au quotidien est revenu complètement normal. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit ce matin. C'est pas comme avant, c'est différent, mais différent veut pas dire moins bien en fait, en ce qui me concerne. D'accord. Merci. Merci Guillaume pour cet échange. Un court message peut-être à partager en guise de conclusion. Un message qui s'adresse à la fois aux patients dans la salle et éventuellement aux soignants. C'est une invitation dans les deux choses que j'ai pas encore citées qui m'ont énormément aidé. C'est d'abord tout ce qu'on appelle les soins de support. Je ne connaissais pas ce terme avant de tomber malade et ça m'a fait un bien fou. Et un deuxième sujet qui est très lié aux soins de support, et là pour le coup on en a un peu parlé ce matin, c'est les associations de patients donc il y en a une myriade. Amavea en est une exemplaire, mais il y en a plein d'autres qui accompagnent les patients différemment. Et dans la guerre qui s'ouvre dans notre vie, enfin dans la guerre contre la maladie, enfin, tous les alliés sont bons à prendre. Et je vous invite, professeur et tous vos collègues, à minima sensibiliser vos patients dès vos premières consultations à l'existence de ces deux domaines et de ces deux atouts, enfin de ces deux choses, soins de support et association, qui peuvent être des atouts pour eux à côté des bons soins que vous leur prodiguerez. Merci. Merci à vous.